Bonjour à tous, bonjour aux fidèles téléspectateurs de la Prestige TV. Merci de nous rejoindre à cette émission Prestige Santé. Dans notre pays, nous voyons des enfants et même des adultes avec une fente à la bouche. Et la question est de savoir qu'est-ce qui cause cette fente et comment cela se soigne-t-elle. Nous sommes aujourd'hui avec Dr Alida, chirurgienne pédiatre, chef de service de la chirurgie pédiatrie de l'hôpital Barthélemy au Sénégal à Thiès. Dr Alida, bonjour. Merci encore pour l'invitation et je vous salue, vous tous dans la maison, dans les quartiers et puis vous tous qui nous suivrez. Merci encore de vraiment m'inviter sur ce plateau, pour cette émission. Beaucoup de personnes font des amalgames sur la chirurgie de la réparation et la chirurgie esthétique. Vous, en tant que chirurgienne pédiatrie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la différence entre la chirurgie de la réparation et la chirurgie esthétique, s'il y a une différence? Merci pour la question et merci encore pour l'invitation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle de chirurgie esthétique, avant un peu tout ça était mélangé et c'est vrai qu'au sein de la population, encore de nos jours, ce sont des notions qui sont encore assez floues. Mais lorsqu'on parle de chirurgie esthétique, on parle un peu d'une chirurgie d'amélioration avec des objectifs qui sont un peu subjectifs. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'esthétique, on parle d'une évaluation qui va dépendre de la culture, qui va dépendre de la population et qui va dépendre même de l'être en lui-même, c'est-à-dire comment la personne se voit. Donc en parlant de chirurgie esthétique, on va donner comme exemple les reconstructions mammaires, les agrandissements mammaires ou les réductions mammaires, on va dire ça comme ça, ou les réductions sur d'autres organes, etc. Ça, c'est de la chirurgie esthétique dans le but d'améliorer pour que la personne puisse se sentir un peu mieux dans sa peau. Mais lorsqu'on parle de chirurgie de reconstruction, la chirurgie de reconstruction ici fait intervenir un peu la restauration. C'est-à-dire qu'on part d'un point de départ qui est un peu troublé et on essaie d'arriver à un point le plus naturel possible. On parle de la restauration. Donc ça peut être dû déjà à une malformation qui peut être congénitale, c'est-à-dire que l'enfant naît avec, suite à une infection, après une certaine infection, par exemple dans le cas des nomas au niveau de la bouche, ça peut entraîner des déformations qui vont nécessiter après des réparations en vue de restaurer soit la fonctionnalité, soit l'aspect physique de la personne. Donc ça peut aussi s'appliquer dans le cas des traumatismes après des accidents ou après il faut penser à une chirurgie de restauration, une chirurgie de réparation. Donc les deux s'attaquent au physique, les deux peuvent s'attaquer à la fonctionnalité, mais le but après ça pour l'un ce sera la restauration de l'aspect, la restauration des fonctions et de l'autre côté ce sera une amélioration. Merci Dr Alida. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre pays, nous voyons des enfants et même des adultes avec une fente à la bouche. Si on vous disait exactement c'est quoi une fente ou bien les différents types de fentes qui existent, pouvez-vous nous apporter des éclaircissements là-dessus? Donc, lorsqu'on parle des fentes labiopalatines, on parle en fait d'un ensemble de malformations qui va toucher le visage. Donc on parle des fentes faciales. Fentes faciales, ce sont des malformations, des types de malformations bien précis qui vont toucher le visage. Et parmi celles-là, nous avons les fentes labiopalatines. Donc ici, l'organe intéressé ou les structures intéressées du visage, ce sera le nez, les lèvres ou le palais à l'intérieur de la bouche. Donc voilà les trois structures qui peuvent intéresser lorsqu'on parle de fentes labiopalatines. Donc on va vous montrer aussi des images pour étayer exactement les différents types de fentes qui existent. Merci Dr Alida. Et la question que les gens se posent, est-ce que dès la naissance, avant la naissance de l'enfant, on peut savoir que cet enfant qui va venir a la fente? Ça dépend du type de fente. Donc il faut savoir que lorsqu'on parle par exemple de fente labiale ou nasolabiale, ce sont des malformations qui sont visibles à partir du deuxième trimestre, l'échographie du deuxième trimestre, parce qu'il faut savoir que la formation du visage normalement va jusqu'à la 6e, 7e semaine où le visage doit être normalement déjà bien formé.
Donc, dès la deuxième échographie de grossesse, il est possible de détecter déjà une fente nasolabiale chez un enfant. Lorsqu'il s'agit maintenant des fentes palatines, c'est plus difficile parce qu'il s'agit d'un élément qui est à l'intérieur de la bouche et qui n'est pas accessible lors de l'échographie anténatale. Mais effectivement, ce sont toujours des éléments qu'il faut rechercher lorsqu'on fait un suivi de grossesse chez une femme enceinte. D'accord. Docteur, on constate que dans notre pays, les gens qui ont les fentes dans leur bouche, le plus souvent, on a tendance à les diaboliser ou à dire que c'est des choses mystiques. Mais vous, en tant que chirurgienne pédiatre qui fait partie des gens qui font la réparation de ces fentes, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce point? Alors, il ne s'agit pas d'une malédiction, on va dire ça comme ça. Il ne s'agit pas d'une malédiction, il ne s'agit pas d'un sort. C'est vrai que la plupart des mamans que nous rencontrons, c'est souvent des mamans qui sont incriminées. Donc, la plupart des mamans que nous rencontrons, c'est elles souvent qui subissent un peu le poids de la malformation chez l'enfant. Et de ce fait, c'est souvent elles, souvent dans des cadres de familles nombreuses, qui vont être stigmatisées, l'enfant avec. Donc beaucoup se retrouvent avec des enfants qu'elles ne peuvent pas exposer à la vue du public parce qu'elles ont honte de l'enfant, parce qu'elles ont honte des répercussions sociales. Et aussi, elles ne font pas confiance même à quelqu'un pour prendre soin de l'enfant parce qu'elles ne savent pas si la personne aura assez de courage ou assez de force pour pouvoir vraiment s'occuper de l'enfant. Mais il faut savoir que ce sont des malformations qui arrivent avec des facteurs qui sont multiples et qui ne sont pas dus à un problème de malchance dans la famille ou à un problème directement lié à la maman. Donc ce sont des enfants qui doivent être acceptés et surtout que maintenant la prise en charge, elle est possible et elle est disponible dès la naissance. Merci. Donc, c'est ce que même je voulais vous demander. En quoi la prise en charge est-elle importante? Alors, la prise en charge est importante parce que les fentes labiopalatines touchent un aspect important qu'on appelle l'estime de soi. C'est vrai que sur le plan de la fonctionnalité aussi, il y a des répercussions. Par exemple, au niveau des fentes palatines, on peut avoir, au fur et à mesure que l'enfant grandit, des problèmes avec le sommeil, l'apnée du sommeil, cette insuffisance au niveau du palais, un déséquilibre entre la croissance des deux mâchoires. Mais l'élément le plus important, souvent, l'élément qui est le plus souvent redouté par les parents, c'est souvent l'estime de soi, surtout lorsqu'on parle des fentes labiales. Parce que l'enfant se regarde, il voit bien qu'il est différent. Quand ils sont bébés, c'est la maman qui porte le poids, mais plus ils grandissent, plus eux aussi doivent faire face à la vie des autres et aux paroles des autres. Donc, c'est important de savoir que cet élément doit être géré de façon précoce pour permettre à l'enfant d'avoir une vie équilibrée le plus tôt possible. Docteur, quelles sont les conséquences dans la vie de ces personnes qui ont des fentes dans leur bouche? Alors, comme je disais déjà tantôt, lorsqu'on parle de fente palatine, ce sera principalement au niveau de la voix, au niveau de la qualité de la respiration. Ces fentes, lorsqu'elles ne sont pas associées à d'autres malformations, n'ont pas de répercussions sur la vie de la personne. Ce ne sont pas des malformations létales, ça veut dire que ça ne peut pas entraîner la mort, mais comme je disais tantôt, ça a un impact sur la qualité de la vie de la personne. Donc les patients qui sont porteurs de fentes ont une vie normale, peuvent avoir des enfants, peuvent vivre normalement, à condition que cela ne soit pas associé à d'autres malformations handicapantes. Okay. Merci docteur. Nous savons que ça fait des années que vous faites la réparation de ces fentes et j'avoue que j'ai vu des patients que vous avez réparés et aujourd'hui on ne peut plus savoir s'ils avaient la fente ou s'ils ne l'avaient pas ça. Mais l'opération est un peu compliquée. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se déroule l'organisation d'une intervention pour cette chirurgie? En termes d'organisation, il faut savoir que chaque structure a un peu son circuit propre, ce qu'on appelle le circuit du malade. Alors le circuit du malade va comporter plusieurs éléments dans ce parcours-là avec des intervalles qui seront un peu différents en fonction de l'état du malade. Par exemple, dans cet hôpital, lorsque le patient arrive,
La première des choses, c'est qu'il est d'abord vu par l'équipe du pédiatre et de la nutrition. Parce qu'il faut savoir que ce sont des enfants qui très souvent sont malnutris à cause de la particularité de leur organe de déglution qui est la bouche, souvent dans le cadre des fentes palatines. Donc ce sont des enfants qui vont d'abord être pris en charge au niveau de la pédiatrie pour faire un bilan complet, rechercher d'autres malformations et aussi pouvoir faire le bilan de terrain. Le bilan de terrain, c'est de savoir quel est l'état de l'enfant à l'instant où on le voit. Est-ce qu'il a besoin de sang? Est-ce qu'il a besoin d'être rénutri? De quoi est-ce qu'il a besoin avant la chirurgie? Parce que la chirurgie, c'est une étape qui vient après que l'on ait fait un suivi nutritionnel de l'enfant et un suivi des autres pathologies. Parce que comme je disais déjà, ce n'est pas une malformation qui est létale. Donc du coup, on peut différer la chirurgie jusqu'à ce que l'enfant soit dans un état de santé convenable. Et par la suite, lorsque la chirurgie est faite, il y a plusieurs étapes aussi au niveau de la chirurgie. Alors, l'une des premières étapes, ce sera la réparation même de la fente, que ce soit au niveau de la bouche, que ce soit au niveau de la lèvre ou du nez. Alors, pour les enfants qui ont juste des fentes labiales ou nasolabiales, souvent, cette étape peut s'arrêter là et peut-être après, on aura une deuxième étape qui sera une réparation esthétique en ce qui concerne les cicatrices ou les révisions du nez pour redonner un aspect plus ou moins naturel. Mais lorsqu'il s'agit des fentes palatines, après il faut voir est-ce que l'alvéole dentaire est touchée. Et si l'alvéole dentaire est touchée, il faut après penser à des greffes osseuses qui vont se faire après lorsque l'enfant aura déjà à partir de 7 ans, 8 ans, lorsqu'il utilise déjà bien ses dents. Et il faut revoir après un rallongement de la mâchoire. Il y a un rallongement du palais pour la voix et aussi faire des consultations avec l'orthophoniste pour réapprendre à l'enfant ou apprendre à l'enfant à bien utiliser son palais pour la résonance, pour la parole. Et voilà, donc c'est à peu près ça, mais la nutrition et le suivi médical se font tout au long. Voilà, donc le suivi peut aller de 0 jusqu'à 18 ans. Avec des intervalles, comme je disais, qui vont dépendre de l'état du patient et de l'évolution. Certains patients vont nécessiter une seule chirurgie, pour d'autres personnes, ça va nécessiter plusieurs chirurgies. Et des fois, même après chirurgie, on peut y avoir des cas de fissure, donc il faudra reprendre la chirurgie. Donc c'est un peu ça ce que je pourrais dire sur le circuit du patient. Docteur, y a-t-il d'autres éléments pour la prise en charge? Y a-t-il d'autres éléments pour la prise en charge de ces patients? Comme je disais, les éléments, comme je les ai déjà cités quelques secondes avant, ces éléments-là, ça va concerner plus les autres spécialités qui vont rentrer en jeu. L'orthophoniste, l'orthodontiste, le nutritionniste, le pédiatre, tout ça. Parce que lorsqu'on parle de fente, on parle d'une pathologie qui fait intervenir plusieurs spécialités. Donc il s'agit vraiment d'une pathologie où des spécialistes doivent s'asseoir ensemble pour élaborer le plan de suivi et expliquer vraiment aux patients quelle sera la suite et la durée pour que les parents puissent déjà se préparer psychologiquement à cela. Docteur, est-ce qu'on peut énumérer les causes s'il existe de ces malformations? Il y a plusieurs causes. Parmi ces causes, alors on parlait de gènes, mais il faut savoir que c'est une malformation qui a plusieurs origines. Donc une cause exacte n'a pas encore été identifiée parce qu'elle touche tous les peuples. Mais certaines personnes parlent de consanguinité au niveau des parents, de la présence de certains gènes, de la filiation à certaines races. Par exemple, les Asiatiques auraient des taux beaucoup plus élevés dans le monde. Donc, une affiliation avec cette race pourrait être un facteur. Mais comme je disais tantôt, il n'y a pas encore de cause vraiment identifiée. Lorsqu'on parle de malformation, on va voir l'environnement, on va voir les carences chez la mère, on va voir la nutrition de la mère, on va voir beaucoup de choses. C'est plutôt une conjonction de tous ces éléments-là qui entraînent un facteur ou un environnement favorable à la survenue. Docteur, vous pouvez donner des conseils pour la prévention? Alors, le principal conseil, c'est d'abord le suivi de grossesse au niveau des mamans.
le suivi de grossesse avec, avec des consultations bien réglées, une alimentation bien suivie, un traitement précoce lors des infections, détection précoce des infections, etc. Ce suivi-là est très important. Et aussi l'assainissement de l'environnement. Par exemple, être dans des zones minières, c'est pas conseillé souvent. Voilà. Être dans certains environnements qui pourraient être néfastes, il faudrait les éviter. Mais aussi, souvent, c'est vrai que c'est très culturel et que c'est souvent difficile de jouer dans ce cas-là. Éviter au maximum les mariages consanguins qui sont source de multiplication de facteurs de survenue. Docteur, je rappelle que nous sommes en train de faire l'émission Prestige Santé. Donc nous sommes avec Dr Alida, chirurgienne pédiatre à l'hôpital Barthélemy, chef de service de la chirurgie pédiatrie. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Docteur, quel est votre dernier mot? Alors, mon mot va à l'endroit de la population, à l'endroit premièrement des familles qui ont des membres qui sont porteurs de fente de la biopalatine. Déjà, il ne s'agit pas d'une malédiction et ce n'est pas une fatalité. La prise en charge, elle est disponible et elle est gratuite de nos jours au niveau de notre centre. Et il faut savoir aussi que même le suivi nutritionnel est totalement pris en charge actuellement au sein de notre unité. Il s'agit simplement d'une réadaptation, savoir comment nourrir l'enfant, savoir comment bien faire le suivi de l'enfant et surtout pouvoir remonter pour rechercher est-ce qu'il y a des facteurs pour pouvoir jouer sur ces facteurs-là. Mais il faut savoir que ce n'est pas une fatalité et que ces enfants ont une vie qui est normale, vont à l'école, ont un quotient intellectuel qui est normal, donc peuvent réussir dans la vie, peuvent se marier, avoir des enfants et il ne sied pas de les écarter, de les mettre de côté ou de carrément les stigmatiser. La deuxième chose, ce serait à l'endroit des personnes, on va dire voisines, dans l'entourage, pour vraiment aider dans le dépistage et dans le transfert des patients. Parce que nous nous rendons compte que de nos jours, beaucoup sont encore à la maison, cachés dans les foyers, cachés dans les villages et n'ont pas accès aux soins qui sont déjà disponibles. Donc nous lançons un appel vraiment à la population afin que vous nous aidiez à détecter ces cas et à pouvoir les suivre. Parce qu'un enfant qui est opéré, c'est un enfant qui a une vie qui est améliorée, sa qualité de vie change. Et nous avons plusieurs exemples, des personnes même qui se sont retrouvées en train de vivre des choses vraiment extraordinaires après leur chirurgie, simplement parce que les parents ont osé, parce que les enfants ont osé et ils ont accepté la main qui leur a été tendue. Donc, une solution est possible et c'est à nous tous d'agir pour aider toutes ces personnes à avoir une meilleure qualité de vie. Merci. Merci, Dr Alida. Je rappelle qu'aujourd'hui, on était avec Dr Alida, chirurgienne pédiatre, chef de service de la chirurgie pédiatrie à l'hôpital Barthélemy au Sénégal, Thiès, Mbour 1. Donc, vous avez entendu, elle a fait un appel très, très, très important. Donc, suivez son appel et aujourd'hui c'est disponible, le traitement est disponible, la chirurgie est gratuite. Donc, vous pouvez contacter Dr Alida, son numéro de téléphone vous sera parvenu au bas de l'écran. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre numéro de Prestige Santé. Merci et bonne soirée.